Salut, c'est Vince, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'histoire de vinyle. Deuxième partie consacrée au rock néo-psychédélique. Je vous invite bien entendu, pour ceux qui ne l'auraient pas déjà vu, à regarder la première partie où j'évoquais principalement des groupes des années 80, mais aussi ce que moi je considère comme étant le rock néo-psychédélique. C'est ma proposition, ce sont toujours mes propositions d'albums aussi, de groupes, en fonction de ce que j'ai dans la discothèque. Bien sûr, là ce sera bien entendu exactement la même chose. Je vais repartir des années 80, et puis m'aventurer dans les années 90, et puis si j'ai le temps, si je suis pas trop bavard, je commencerai les années 2000, mais j'ai un petit doute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura probablement encore 2 vidéos, et oui, pour les plus courageux, à devoir éventuellement, pas devoir bien entendu, mais à vouloir éventuellement écouter la suite de cette épopée néo-psychédélique. Alors, je vais commencer par une proposition, encore une fois, d'un personnage que vous n'attendiez peut-être pas dans le rock néo-psychédélique. Et pourtant, il fait un album tout début des années 80, absolument fantastique. Déjà, je considère que c'est un musicien, un artiste extraordinaire, qui a fondé au tout début des années 70 un groupe qui s'appelle Bebop Deluxe. C'est un guitariste absolument exceptionnel, même si dans l'album que je vais vous présenter, il va utiliser d'autres instruments, des instruments du début des années 80, bien sûr des synthétiseurs, mais d'autres instruments à percussion. La guitare sera présente, mais de façon plus comme disons, un élément sonore de l'album qu'autre chose, à part sur un titre, j'y reviendrai, absolument fantastique. Alors, qui est ce bonhomme incroyable? C'est Bill Nelson. Déjà, la pochette absolument sublime. Le titre, c'est The Love That Wears. 1982, superbe pochette. Un album studio, plus en cadeau, dans cet album, vous avez des pièces musicales qu'il a composées pour habiller quelque sorte l'univers sonore d'une pièce de théâtre, celle de Jean Cocteau, La Belle et la Bête. Il a déjà réalisé ce type de composition pour le cabinet du docteur Caligari, œuvre expressionniste s'il en est. Bref, c'est un compositeur extrêmement prolixe. Il va tout au long des années 80, des années 90, 2000 produire énormément d'enregistrements, certains mis gratuitement en streaming par exemple par le personnage lui-même. Mais cet album, revenons à nos moutons, 1982, absolument fantastique. Alors, bien sûr, les sonorités des années 80, il ne faut pas avoir peur non plus de ces sonorités, mais vraiment dans une proposition musicale, créatrice, tout à fait originale. C'est passionnant de bout en bout. Je vais vous proposer quelques titres, si vous voulez, plutôt que d'écouter l'intégralité de l'album, vous faire une petite idée. Donc il y a le premier titre, The Empire of the Senses, qui est une traduction véritablement du titre français du film de Oshima, de Nagisa, L'Empire des Sens. En anglais, le titre du film n'est pas du tout le même. Mais lui, voilà, il a utilisé cette proposition. C'est vrai qu'il y a des sonorités orientales dans plusieurs titres. Autre titre que je vous conseille, c'est Eros Arriving, Flaming Desire sur la deuxième phase. Et le titre, sans aucun doute, il reprend sa guitare cette fois-ci pour lui donner une sonorité et un rôle central dans ce morceau qui est une perle de rock néo-psychédélique. C'est le dernier titre de l'album, c'est October Man. Je vous conseille de découvrir ce grand album méconnu, je pense, de Bill Nelson, même si lui, en Angleterre, n'est pas quelqu'un de méconnu, tout comme le personnage que je vais évoquer tout de suite. C'est Julian Cope. Alors lui, lui aussi, il est extrêmement prolixe. Il a bien sûr enregistré de très très nombreux albums sous différents noms et souvent en son nom propre. Alors c'est un artiste, un musicien, c'est aussi un activiste pour
eh bien, un activiste écologiste, un activiste aussi politique, de gauche, très, très clairement. Il va beaucoup s'investir dans les années 80, dans les années 90. Et eh bien, à la fin des années 70, il va jouer en particulier avec un personnage que j'évoquerai un petit peu plus tard, qui est Ian McCulloch, un fondateur avec Will Sergeant de Echo and the Bunnymen. Mais là, je vais évoquer son groupe du début des années 80, c'est The Teardrop Explodes. Je vais vous proposer l'album que je préfère. Eh ben, l'album que je préfère de The Teardrop Explodes, vous allez me dire, bon, il n'y en a pas tant que ça. Ben non, effectivement, officiellement, il n'y en a que deux. Enfin qui sont parus en tout cas, le premier je crois que c'est en 1980, c'est Kilimanjaro, et puis le deuxième bah, c'est celui-ci, c'est Wilder, qui sort en 1981 ou 82, voilà. Donc, et puis ils vont enregistrer dans la foulée en 1983 un album qui ne paraîtra que en 1990, qui sera exhumé en 1989-90, c'est Everybody Wants to Shine, je vais y venir dans un instant. Bon, alors c'est lui qui tient un petit peu les commandes, Julian Cobb, c'est ce qui va lui être reproché, c'est ce qui va faire que le groupe explose un petit peu, justement, en 1983. C'est superbe, Julian Cobb, effectivement. Alors, voilà, les sonorités sont celles des années 80, il n'y a pas cette coloration psychédélique très nette, c'est-à-dire, voilà. Pour prendre une image, disons, il y a des plantes, selon le sol dans lequel vous les plantez, les fleurs ne vont pas avoir la même couleur. Bon, disons que pour les groupes néo-psychédéliques, effectivement, ils ont tous des racines communes, qui est le rock psychédélique des années 60-70, soit aux États-Unis, soit en Angleterre. Et puis, certains d'entre eux vont avoir, dans les années 80, 90, 2000 et 2010, un son qui est très proche du rock psychédélique dans lequel ils ont puisé leurs racines, voire allant même quasi jusqu'à l'imitation. Et puis il y en a d'autres qui vont donner une fleur d'une couleur totalement différente. Leurs racines sont bien dans le psychédélisme 60s, mais par contre leur musique inspirée va prendre des orientations plus originales, je dirais. Bref, c'est le cas de Teardrop Explodes avec cet album Wilder que je vous invite à découvrir. Moi, écoutez les deux premiers titres, Bent Out of Shape et puis Colors Fly Away. Magnifique. Bref. Pour l'album qui a été exhumé à la fin des années 80, donc 89-90, plutôt que de vous proposer l'album, je vais vous proposer un EP qui est sorti en 1990. Pourquoi ? Parce que je le trouve intéressant. Déjà, la pochette est très jolie. En fait, la pochette, si vous connaissez l'album, c'est vrai que j'aurais pu le sortir, bon bref, peu importe, si vous connaissez l'album, en fait, ce sont 4 images de ce type-là qui constituent la pochette de l'album. Donc là, c'est le EP. Pourquoi j'ai choisi le EP plutôt que l'album ? Donc il y a un titre qui est extrait effectivement de l'album Everybody Wants to Shag, donc qui sort, je vous rappelle, en 1990. Et puis il y a 3 autres titres, dont un qui est légèrement différent du titre qui est sur l'album, c'est Poppies, et puis les 2 autres, c'est pour rappeler un petit peu aux fans, et souvenez-vous un petit peu de ce qu'ils ont fait avant. Donc il y a le titre Reward, qui est le plus gros succès de Teardrop Explodes, qui sort en 1981, ce titre, en 45 tours uniquement, il n'est pas sur les albums, à l'époque. Et puis il y a un autre titre qui est sur Wilder, c'est Like Leila Khaled Said, qui est une évocation de la lutte des Palestiniens pour leurs droits, déjà, 1981. Donc vous voyez que nous sommes toujours dans cette actualité. Eh bien, l'actualité, il a bien senti le vent venir quand même, et les préoccupations qui étaient les siennes dans les années 80 vont s'avérer tout de même être toujours les nôtres en quelque sorte aujourd'hui. Bref, il va faire un album en 1991, il va sortir un album qui est absolument fantastique. Il faut dire que 1991, c'est quand même une année un petit peu particulière, il y a des albums sublimes qui vont sortir. Il y a Nevermind, bien sûr, de Nirvana, il y a My Bloody, il y a Loveless de My Bloody Valentine, il y a Spiderland de Slint, il y a un album dont je vais parler tout à l'heure, bien sûr, mais je vais pas le dévoiler, donc ce sera pour tout à l'heure. Et puis il y a cet album qui est passé un petit peu inaperçu, qui n'est pas cité comme vraiment un des grands disques des années de 1991, mais qui en fait sans aucun doute partie, selon moi, encore une fois. Alors cet album, c'est Peggy Suicide de Julian Cobb, superbe pochette.
à 19 titres, je crois, sur cet album. C'est un double album, bien entendu. La coloration est très très nettement néo-psychédélique, il suffit pour s'en convaincre d'écouter la deuxième face du premier album, avec un titre comme voilà, Safe Surfer. Alors lui, ses préoccupations sont je vous l'ai dit, hein, clairement politiques, et aussi inquiet pour le sort que réserve déjà dans ces années-là l'humanité à la planète Terre. D'ailleurs, le premier titre, qui est Pristine, eh bien, il fait référence parce que chaque titre est accompagné d'une petite note, en fait, qui est écrite par lui. Ce ne sont pas les paroles des chansons que vous voyez là, c'est une petite note que lui écrit pour décrire un petit peu le contenu de... Et ici, il fait référence au titre des Doors, When the Music's Over, où effectivement Jim Morrison crie What have they done to the earth? What have they done to our fair sister? Eh bien, c'est exactement ça. Sa préoccupation ici, effectivement, c'est celle que l'humanité réserve à la planète haute. Et puis, bien sûr, des préoccupations politiques, référence bien sûr à des manifestations qui ont lieu en Angleterre. Et le titre que j'évoquais à l'instant, de Safe Surfer, eh bien, c'est une évocation de ces individus totalement irresponsables, en particulier dans les années 80, qui infectés du VIH, du sida, et malades du sida, vont malgré tout avoir des relations non protégées avec leurs partenaires sexuels. Et bien voilà, cela vous situe quelque part l'ambiance sociétale, politique, écologique de l'album, mais musicalement, c'est une pure merveille. Voilà. Des ambiances extrêmement variées. La guitare, vraiment, là, cette fois-ci, joue un rôle très important, mais d'autres instruments, parfois des influences orientales. Mais c'est d'une richesse, cet album, que je vous invite vivement à découvrir. Voilà. Peggy Suicide de Julian Cock, qui sort en 1991. Alors, je vous ai dit, Julian Cock, il a joué un temps avec Ian McCulloch, c'était à la fin des années 70, et puis Ian McCulloch va fonder avec Will Sergeant, eh bien, Echo and the Bunnymen. Alors, Echo and the Bunnymen, c'est pas du rock néo-psychédélique, et ben moi je mettrais au moins un album, à cause de plusieurs titres sur cet album, qui pour moi sont des petites perles de rock néo-psychédélique. Cet album, c'est Porcupine, d'Echo and the Bunnymen, c'est le troisième album du groupe, qui sort en 1983, si je ne me trompe pas, et bien sur cet album, il y a 3 titres, au moins. L'album est fantastique. Alors, bien sûr, il est connu pour The Cutter, le premier titre de la première face, parce que ça va être un succès pour Echo and the Bunnymen. C'est quand même un groupe, soi-disant, qui se veut indépendant, marginal, quelque part, mais qui va avoir quand même pas mal de succès. Ça n'enlève rien à la qualité du groupe. Hein. Non, pas du tout. Moi, j'adore effectivement Echo and the Bunnymen. J'aime beaucoup l'album suivant, Ocean Rain aussi. Mais sur cet album, vous avez, je vous disais, il y a 3 titres. Il y a Porcupine, sur la première phase, le titre éponyme de l'album. C'est un des titres les plus longs de l'album, absolument fantastique, une perle néo-psychédélique. Puis il y a 2 autres titres qui pour moi sont de même. Il y a Gods Will Be Gods et puis In Blue Skies. Puis je disais, il y a des fleurs de différentes couleurs, celles qui vont puiser leurs racines et puis exprimer un petit peu ce que leurs racines leur dit. Et bien, parmi ces groupes, bien sûr, il y a où l'influence tourne à la quasi-imitation de l'influence, précisément, mais quelle merveille d'album, par un groupe fondé par Gary Raman, donc anglais, encore une fois, c'est The Sun Dial. Les influences ici sont hendrixiennes, Pink Floydiennes, et puis aussi des Pretty Things, sans aucun doute. Là vous avez l'électricité saturée, tous les effets que nous aimons bien dans le rock psychédélique US surtout, c'est-à-dire de la disto, de la fuzz, enfin bref, la pédale wah-wah est bien sûr présente. C'est un superbe album, il sort en 1990, premier album de Sundial. Pareil, hein, Gary Raman, c'est le personnage qui tient les manettes. En quelque sorte, bien sûr, il va enregistrer, et s'entourer bien sûr d'autres musiciens, mais il va enregistrer plusieurs albums, et je vais vous proposer le deuxième de Sundial, parce qu'il est un petit peu différent du précédent. Il va avoir une certaine... Même si le premier va avoir une reconnaissance critique, hein, sans aucun doute, c'est Reflector, deuxième album, 1991, voilà, 1991 encore une fois. Très chouette. Très chouette album à écouter.
On n'est pas dans les guitares saturées du premier album, mais malgré tout, bien sûr, ça reste un grand album de rock néo-psychédélique. Écoutez, voilà. Alors, retournons aux États-Unis. Aux États-Unis, j'avais évoqué le Paisley Underground, cette espèce de mouvement musical, culturel, artistique, qui naît en Californie, surtout dans la région de Los Angeles. J'avais évoqué The Rain Parade, The Dream Syndicate. Eh bien, il y a un autre groupe qui fait partie du Paisley Underground que je n'ai pas évoqué. Je vais l'évoquer ici, que j'aime vraiment bien. Le premier album, je vous le propose, il va vous paraître un peu surprenant parce que c'est celui qui est peut-être qui a le moins la coloration néo-psychédélique, mais je l'aime quand même parce que le chanteur, c'est Gary Kaiser, je crois, je ne dis pas de bêtises, hein, de toute façon il suffit de lire, c'est pas Gary, c'est Guy. Guy Kaiser, fondateur du groupe avec Joseph Baker à la batterie. Il n'a pas encore cette voix qu'il aura sur les albums suivants. Bon, ils ne vont pas faire des kilos d'albums non plus, moi j'en connais 3. Donc, où il a une voix qui est très proche de celle de Bruce Springsteen. Mais pas sur cet album-là, pas sur le premier, qui est Exploring the Axis, qui sort en 1985. Thin White Rope, qui est quoi? C'est une évocation du festin nu de William Burroughs, dans lequel the Thin White Rope, c'est quoi? C'est le sperme masculin, voilà, pour décrit tel comme tel par William Burroughs. Ça nous rappelle qu'il y a quand même beaucoup d'écrivains qui vont beaucoup influencer, bien sûr, les musiciens de rock psychédélique, puis néo-psychédélique également, et bizarrement, souvent, ce sont à peu près les mêmes. Donc, Thin White Rope, le premier album. Ici, c'est l'édition européenne sur Zippo Records en 1985. C'est le même label qui a édité le premier album de The Rain Parade, par exemple. Je dis ça pour les collectionneurs. Alors, le deuxième album de Thin White Rope, lui, il est psyché. Alors là, et c'est vrai que c'est une vraie merveille. C'est Moonhead, qui sort en 1987. Je vous ai dit, hein, je reprends les années 80, puis vers les années 90, et voire 2000. Donc, superbe. C'est le même line-up que sur le premier album. Donc, Steven Tesluk, celui-là, donc qui joue de la basse, j'en avais pas parlé. Guy Kaiser, bien sûr, le chanteur. Joseph Baker, qui est à la batterie. Et puis, Roger Kunkel, qui joue lui aussi de la guitare et qui fait les backing vocals. Moonhead, super, 1987, grand album de rock néo-psychédélique. Vous allez me dire, ça c'est pas du rock néo-psychédélique, Vince, mais alors, non, c'est pas ça. Alors, pour cet album, il y a des titres, encore une fois, c'est un groupe que je suis un grand fan de ce groupe, que j'ai vu souvent en concert, et puis ils ont cette volonté d'exploration permanente. Ils ont souvent été classés dans la noise, et puis dans le rock de toute façon alternatif, indépendant, états-unien bien entendu, mais les guitares sont bien sûr omniprésentes puisque c'est un groupe à 2 guitaristes. Je ne tarde plus, c'est Sonic Youth bien sûr, les 2 guitaristes c'est Lee Ranaldo et puis surtout Thurston Moore, grand collectionneur de disques d'ailleurs par ailleurs. Ici c'est le premier album sur lequel le batteur Steve Shelley, qui les accompagnera jusqu'au bout, joue pour la première fois, et puis bien sûr la bassiste Kim Gordon. L'album que je vous propose c'est Evil, qui sort en 1986. C'est sur cet album qu'il y a des titres qui pour moi sont les plus néo-psychédéliques, comme Star Power par exemple. C'est une merveille. Franchement, cet album, c'est une merveille. La pochette intérieure, alors je ne sais pas si vous allez voir, bref, il y a tout un tas de... Et elle est argentée, au reflet argenté. C'est assez chouette. Je dis ça, voilà, comme ça, en passant. Bref, peu importe. Super. Et effectivement, Sonic Youth n'est pas un groupe de rock néo-psychédélique, mais le psychédélisme fait partie de leurs influences, et ça s'entend quand même, au moins sur cet album, pas que sur cet album. Mais je ne vais pas entrer dans la polémique relativement à Sonic Youth. Bref, autre groupe. Et encore une fois, au cœur de ce groupe, il y a un personnage
voilà. C'est souvent le cas, c'est-à-dire que c'est lui qui va être là, quasiment présent tout le long, c'est The Flaming Lips. The Flaming Lips, eh bien, effectivement, en 1990, ils vont sortir un superbe album qui s'appelle The Priest Driven Car, et qui est juste après Telepathic Surgery, si je ne me trompe. Alors là, on est, encore une fois, c'est un peu comme Sundial, hein, la racine 60s psychédélique a bel et bien éclos dans la fleur du groupe de Flaming Lips. Alors, j'ai choisi non pas de vous présenter l'album, mais un EP. Bah oui, pourquoi pas? Bah, pour deux raisons, vous allez comprendre. Bah, la première raison, c'est que la pochette de ce EP est superbe, c'est une pochette holographique. Et surtout qui va me permettre de rebondir, parce qu'en fait, c'est un clin d'œil qu'ils font à une série musicale sortie en France consacrée à la musique contemporaine. Je vais y revenir avec une illustration tout de suite. Deuxième raison pour laquelle j'ai choisi le EP plutôt que l'album, qui est magnifique, hein, c'est que sur ce EP, vous avez bien sûr un titre qui est extrait de l'album, mais un seul sur les 4. Unconsciously Screaming, ok, celui-là il est sur l'album, mais les 3 autres morceaux, des perles psychédéliques avec des collages, bref, superbes, eh bien sont des inédits. Donc ça vaut quand même pas mal le coup de rechercher ce EP si vous ne l'avez pas et que vous êtes des amateurs de Flaming Lips. Bien sûr, The Flaming Lips a une carrière très très longue, avec des hauts, des bas, je trouve, dans la discographie. Bon, là, comme je suis dans les années 80, que je me glisse petit à petit dans les années 90, j'ai décidé de vous présenter ça de 1990. Pour revenir sur la pochette magnifique de ce EP, eh bien, elle est inspirée, et c'est le clin d'œil qui est fait à cette série Prospective 21e siècle, et je pense que vous avez compris avec ces couvertures holographiques consacrées à la musique contemporaine dans les années 60, début des années 70. Pratiquement toutes les pochettes sont comme ceci, et donc vous allez trouver. Donc là, ici, c'est Pierre-Henry, vous avez Xenakis, etc. Enfin bref, collection passionnante. Maintenant, un grand album de 1991 pour un groupe absolument fantastique. Ça me permet de faire le lien avec les Flaming Lips. Au sein des Flaming Lips, je vous ai dit Wayne Coyne, bien sûr. Mais il n'y avait pas que lui, bien sûr que non. Mais il y avait un certain Jonathan Donahue qui a joué sur l'album que j'ai évoqué à l'instant, et puis sur 2 albums en fait des Flaming Lips, avant de fonder avec David Baker, et bien ce groupe qui est Mercury Rev. Mercury Rev, les 2 premiers albums de Mercury Rev sont des perles de rock néo-psychédélique. Grâce en grande partie, je pense, à David Baker, le chanteur, qui lui a une approche qui est qui n'est pas éloignée du tout du Captain Biffard, dans cette espèce d'exploration sonore, de délires vocaux, d'originalité, de créativité. Malheureusement, il ne sera présent que sur les 2 premiers albums de Mercury Rev. Il va quitter le groupe pour des dissensions sur l'orientation musicale du groupe. Bizarrement, bah oui, Jonathan Donahue, lui, c'est pas tout à fait. Ça va pas tout à fait être son délire, puisque, bon, vous savez, le grand succès de Mercury Rev, c'est Deserter's Song en 1998. On n'est plus du tout dans la même ambiance, on est dans une ambiance beaucoup plus mélancolique. Et puis la voix de Jonathan Donahue, bien sûr, qui n'est quand même pas celle de David Baker, même si David Baker ne joue pas sur tous les albums sur tous les titres de cet album fantastique. Yourself is Steam, pour en fait une déformation de Yourself is Steam. Voilà. 1991, 2e album, Botches, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, 1993 je crois. Ce sont de pures merveilles. Voilà, c'est un grand album. J'ai une petite préférence pour les titres sur lesquels vous avez la voix de David Baker. Soit il chante
il a le chant principal, soit il utilise sur certains morceaux sa voix comme un instrument. Donc elle est un petit peu plus en retrait. Donc, voilà, comme par exemple sur le dernier titre, le plus long d'ailleurs, il fait plus de 12 minutes, c'est Very Sleepy Rivers. Voilà, où là il utilise sa voix comme un instrument. Franchement, et puis Chasing a Bee par exemple, voilà, premier titre, c'est voilà, absolument fantastique. Grand album 1991, Mercury Rev. J'ai évoqué avec Thin White Rope, et bien sûr, le Paisley Underground, souvenez-vous, Rain Parade, puis Opal. Le point commun, c'est David Roback, guitariste, compositeur, personnage absolument incroyable. Au sein d'Opal, il va fonder plutôt avec Kendra Smith, qui vient du Dream Syndicate, Opal. Un temps après l'enregistrement de l'unique album studio de Opal que je vous ai présenté dans la première partie, ils vont être rejoints par une deuxième chanteuse qui est Hope Sandoval, et puis il doit y avoir eu quelques dissensions internes. Kendra Smith quitte précipitamment le groupe et Opal va se renommer avec David Roback et puis Hope Sandoval, la chanteuse, Mazzy Star. Impossible de ne pas évoquer, en particulier cet album de Mazzy Star, So Tonight the Might Sing, qui sort en 1993, Mazzy Star. Quel album! Alors on est dans des ambiances beaucoup plus tranquilles, mélancoliques. Bien sûr, cet album va être exhumé. Je ne dis pas qu'il n'a pas eu de succès au moment de sa sortie, non, mais il y a un titre, Fade Into You, effectivement, chanté par Hope Sandoval, magnifique par ailleurs, mais qui va jeter beaucoup de lumière, et tant mieux, sur cet album, sur ce groupe, qui va pas avoir une existence très très longue, hein. D'ailleurs ils vont enregistrer 3 albums, je crois, 4, je ne sais plus. Moi j'en ai que 2, donc dans la discothèque, dans le vinyle. Ce titre va apparaître dans tout un tas de films, dans la bande-son de tout un tas de films et de séries TV, enfin bref, donc bon, tant mieux, ça a ajouté de la lumière sur. Mais bon, l'album, si vous voulez, les autres titres autour de Fading to You, si on peut dire autour, enfin bref, à côté, sont fantastiques. Donc, bien sûr, un immense conseil que cet album de Mazzy Star. Hope Sandoval fondera ensuite Warm Inventions, dont l'album le plus néo-psychédélique, dirons-nous, est le dernier qui sort en 2011, et dont le titre, devinez quoi, m'échappe. Bon, bref. Voilà, j'étais trop long, donc je vais pas vous présenter ceux qui sont encore là devant moi. Ce sera pour une troisième partie, parce que l'histoire du rock néo-psychédélique n'est pas terminée, loin de là, et elle reste tout aussi passionnante. J'espère que ça vous a plu. Vince, it's me, cares about you. À la prochaine, salut.